Les pires métiers de la guerre. Édition Vietnam. La guerre du Vietnam a duré des décennies, avec le Nord-Vietnam affrontant le Sud-Vietnam, les États-Unis et d'autres alliés dans une guerre de guérilla prolongée. Les combats faisaient rage dans les jungles, dans les airs et sous terre, tandis que les deux camps luttaient pour la suprématie. Au cours de ce conflit prolongé, certains de ceux qui y ont combattu se sont retrouvés dans des situations plus mortelles, plus terrifiantes, ou tout simplement plus désagréables que les soldats qui combattaient ailleurs. Les rats des tunnels et la guerre des tunnels. Les forces légèrement armées du Viet Cong n'étaient pas en mesure d'égaler la puissance de feu dont disposaient les Américains, et ont donc adopté un style de guerre de guérilla, frappant des cibles vulnérables avant de disparaître à nouveau dans la jungle sans laisser de traces. On découvrit rapidement que le VC et l'ANV avaient largement utilisé des tunnels souterrains, dont certains étaient si vastes qu'ils couvraient des districts entiers. D'importantes forces pouvaient être déplacées sous terre, d'un lieu à l'autre, sans être détectées. Ces complexes souterrains comportèrent des quartiers d'habitation, des installations médicales, des dépôts, des cuisines et d'autres espaces pour rendre la vie souterraine plus supportable malgré des conditions très pénibles. L'air était stagnant, la nourriture pourrissait vite dans l'humidité, et des invasions constantes de souris, araignées, serpents et autres nuisibles occupaient les tunnels. Les corps étaient enterrés sur le champ de bataille pour empêcher les Américains de compter précisément les morts, laissant une odeur putride à cause de la décomposition dans le sol humide. Les tunnels étaient plongés dans l'obscurité, l'éclairage étant assuré par des bougies ou parfois par un éclairage électrique alimenté par des dynamos de vélo. Les forces américaines ont découvert que les complexes de tunnels étaient trop nombreux et comportaient plusieurs entrées, parfois éloignées de plusieurs kilomètres. De plus, les renseignements qu'ils contenaient étaient trop précieux pour être détruits. C'est à ce moment-là qu'une unité spécialisée a été formée et entraînée pour faire face à cette nouvelle menace, appelée les rats de tunnel. Armés d'un pistolet de calibre 45, d'une lampe torche et d'un courage incroyable, ces hommes affrontaient l'ennemi dans les confins souterrains. Les rats de tunnel, souvent petits, rampaient seuls dans des espaces sombres et étroits pour des missions de recherche et destruction. Les dangers étaient nombreux et omniprésents. Des pieux punji et des fils pièges reliés à des grenades ou à d'autres engins explosifs jonchèrent les lieux à intervalles aléatoires. Le WC attendait patiemment au détour d'un couloir étroit, armé d'un couteau, d'une baïonnette ou même d'une garrotte, prêt à frapper ou à étrangler un rat imprudent tâtonnant dans l'obscurité. Les missions durèrent parfois des heures, dédiées à récolter des renseignements et saboter l'approvisionnement avant de remonter. Le combat dans ces espaces confinés était brutal, les combattants renonçant souvent aux armes à feu au profit de couteaux et de baïonnettes dans la pénombre. Après leur mission, les rats de tunnel quittèrent les tunnels avec des documents, des armes et parfois des prisonniers. Les hommes sifflaient souvent Dixie avant de sortir, signalant ainsi leur présence américaine, car une petite silhouette couverte de boue émergeant de l'obscurité souterraine pouvait facilement être prise pour un ennemi. Les infiltrateurs Viet Cong. En 1968, il devint évident pour le Viet Cong qu'il ne pouvait y avoir de victoire contre la puissance écrasante des États-Unis dans un conflit militaire direct. Leur objectif était de profiter de l'impopularité croissante de la guerre, qui montait aux États-Unis, et de remporter ainsi une victoire politique à la place. Pour y parvenir, le Viet Cong élabora un plan audacieux, qui allait ébranler la confiance dans l'effort de guerre américain et sud-vietnamien, appelé l'offensive du Tet, car elle coïncidait avec la célébration de la fête du Tet, ou Nouvel An lunaire, une période où les hostilités diminuaient traditionnellement. Les renseignements avaient signalé un renforcement du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne depuis des mois, mais la taille et l'ampleur de l'opération restaient inconnues. Puis, le 30 janvier 1968, elles ont été déchaînées. 84 000 combattants communistes ont attaqué des centaines de cibles à travers le Sud-Vietnam, de l'ancienne ville de Hue jusqu'à des avant-postes comme Khe Sanh. La majeure partie de l'attention, cependant, était dirigée vers la capitale Saigon, et surtout vers l'ambassade américaine elle-même. Tôt le matin du 31 janvier 1968, des sapeurs Viet Cong du bataillon C-10 ont lancé une attaque contre l'ambassade. Bien qu'ils aient été pris au dépourvu, les policiers militaires stationnés sur place ont engagé un échange de tirs avec les infiltrés et ont réussi à fermer la porte principale. Non découragés, les Viet Cong ont percé un trou dans le mur avec une charge explosive et fait irruption, mais leurs chefs ont vite été tués, leur attaque perdant alors de l'élan. 2 RPG ont été tirés, blessant un marine et arrachant le sceau des États-Unis du mur, mais n'ont causé aucun autre dégât.
Les infiltrés ont échangé des tirs avec les gardes de l'ambassade jusqu'à l'arrivée des renforts américains. Les derniers assaillants ont été tués ou capturés, mais il a fallu près de 6 heures après l'attaque initiale pour sécuriser l'enceinte de l'ambassade. En termes purement militaires, l'assaut contre l'ambassade, tout comme le reste de l'offensive du Tet, fut un désastre. Les attaques ont été repoussées, et le Viet Cong a subi des pertes immenses, dont il ne se remettrait jamais. Mais ce n'était pas l'essentiel. Les abords de l'ambassade venaient à peine d'être déclarés sécurisés qu'une armée de journalistes envahissait les lieux, prenant des vidéos et des photos de ce qui s'y était passé. Des images envoyées en Amérique montraient des soldats ennemis morts près du bâtiment principal, des responsables américains blessés et ensanglantés, et la cour remplie de fumée et de débris, autrefois symbole de la présence américaine, désormais ouvertement violée. Le mouvement anti-guerre s'est renforcé et la guerre paraissait ingagnable. Les infiltrés qui ont attaqué l'ambassade et d'autres cibles savaient qu'ils étaient envoyés en mission suicide. Mais ils l'ont fait quand même, sachant que leur sacrifice mènerait finalement à la victoire de leur camp. Le pulvérisateur d'agents orange. Les jungles denses d'Asie du Sud-Est offraient un terrain idéal aux forces légèrement armées de l'ANV et du Viet Cong pour mener leur guerre de guérilla contre la puissante armée américaine. Frustrés par la capacité de l'ennemi à se fondre dans la jungle et à disparaître sans laisser de traces, les stratèges militaires américains ont pris la décision d'utiliser l'agent chimique défoliant, l'agent orange, ce qui est devenu l'un des actes les plus controversés de la guerre. D'autres méthodes pour défricher les forêts du Vietnam ont été tentées, comme l'utilisation du napalm pour provoquer des incendies, ainsi que le bulldozage ou le bombardement de zones de jungle, mais l'humidité empêchait les incendies de se propager durablement. Mais ces méthodes étaient longues et chères. D'autres défoliants chimiques ont été essayés, comme les agents White et Purple, mais aucun n'a été utilisé aussi massivement que l'agent Orange. Ce produit pouvait être pulvérisé manuellement au sol, mais le plus souvent, il était déployé par avion, généralement des avions cargo C-123 Provider, équipés de rampes spéciales pour disperser le produit chimique. Afin de s'assurer que le défoliant soit suffisamment concentré, les gros avions devaient voler à basse altitude, ce qui les rendait vulnérables aux tirs venant du sol. Souvent, les avions volaient avec une escorte de F-4 Phantom qui engageait l'ennemi pendant que le liquide était dispersé. L'utilisation du défoliant est devenue controversée dès le début. La Convention de Genève interdit les armes chimiques en guerre, mais le gouvernement américain s'y opposait, arguant que l'agent orange visait la végétation, non les humains, et avait déjà servi à contrôler les plantes dans le pays. Au cours de la guerre, plus de 19 millions de gallons d'agent orange ont été répandus sur 6 millions d'acres de terre en Asie du Sud-Est, causant des dégâts environnementaux dévastateurs et détruisant toute la végétation exposée à ce produit. Le plus préoccupant cependant était l'impact sur la santé humaine, car l'agent orange contient de la dioxine, un sous-produit du processus de fabrication. Même durant la guerre, des tests sur des souris ont révélé plus de malformations, fausses couches et mort-nés. La dioxine, cancérogène avérée, était présente en quantité double dans les herbicides employés au Vietnam par rapport à ceux utilisés aux États-Unis. L'agent orange peut contaminer le sol des années après sa pulvérisation, s'infiltrer dans la terre, s'accumuler dans l'organisme des habitants de la région et transmettre ses effets aux générations futures. On affirme que jusqu'à 2 millions de Vietnamiens souffrent des séquelles de l'agent orange, bien que cela soit contesté. Après la guerre, de nombreuses études, parfois controversées, ont examiné les effets à court et long terme de l'exposition à l'agent orange. Il n'est pas clair si les problèmes médicaux des personnes exposées à l'agent orange sont causés par l'herbicide ou par le mode de vie et d'autres facteurs. Sans admettre leur responsabilité, plusieurs fabricants d'agents orange ont versé en 1984 180 millions de dollars aux anciens combattants déclarant des problèmes médicaux liés à ce défoliant. Numéro 4. La patrouille de reconnaissance à longue portée. La collecte de renseignements est l'un des aspects les plus importants, mais souvent négligés, de tout conflit. Durant la guerre du Vietnam, les stratèges américains nécessitaient un flux constant d'informations sur le VC et l'ANV pour contrer leurs menaces. L'une des méthodes utilisées était le recours à des patrouilles de reconnaissance à longue portée, ou LRRPS. Appelées LURP, ces patrouilles étaient de petites équipes chargées de s'infiltrer loin en territoire ennemi. Leur mission principale était de collecter des renseignements sur l'emplacement et les mouvements ennemis, souvent le long de sentiers établis.
Ils capturaient des prisonniers pour interrogatoire et tendaient des embuscades à de petits détachements ennemis. Après un engagement réussi, ils récupéraient les armes et tous les documents trouvés, avant de se diriger vers le site d'extraction. Les missions menées par le LRRP étaient à la fois difficiles et dangereuses. Leur mission imposait un effectif réduit, souvent 6 hommes, avec une puissance de feu limitée. Ils misaient sur la discrétion et l'ingéniosité pour réussir. Comme ils opéraient très loin, en territoire ennemi, le moindre bruit pouvait alerter l'ennemi de leur position. Alors ils renonçaient à l'équipement de protection encombrant comme les gilets par éclat et les casques en acier fournis aux autres troupes, les remplaçant par des chapeaux souples et des treillis. Un feuillage déplacé, des pas ou d'autres traces pouvaient révéler leur présence. S'ils étaient découverts, 6 hommes armés devraient retenir beaucoup plus de soldats ennemis jusqu'à l'arrivée des renforts. Les Slurp agissaient souvent hors de portée de l'artillerie alliée, n'ayant pour soutien que des avions envoyés en urgence, parfois à plusieurs minutes, ce qui était long en pleine bataille. Ils étaient presque toujours en nette infériorité numérique. Si une évacuation médicale était nécessaire, c'était presque toujours sous le feu ennemi, qu'il fallait d'abord neutraliser, avant que l'hélicoptère puisse atterrir et évacuer les blessés. Il fallait un type d'homme particulier pour participer à ce genre de mission, des hommes autonomes qui prospéraient dans le danger, et étaient prêts à opérer en petits groupes autosuffisants, loin de toute sécurité et protection. La guerre du Vietnam était un conflit connu pour sa brutalité. Qu'elle soit menée dans la jungle, dans les airs ou sous terre, certaines missions étaient beaucoup plus dangereuses, ou tout simplement plus pénibles pour ceux qui devaient les endurer. Malgré les circonstances, ces tâches ont été accomplies avec bravoure, détermination et courage.